Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de 123loger.com, votre partenaire pour louer un logement. 123loger.com, l'immobilier dans le bon sens. 123loger.com. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo sur Radio J. Aujourd'hui, une émission en 2 parties qui va nous montrer combien l'immobilier peut être à la fois résilient, innovant, socialement utile et profondément humain. Dans la première partie, on parle d'un secteur qu'on oublie souvent et qui pourtant coche toutes les cases, utile socialement, résilient économiquement, engagé pour la transition écologique. Je veux bien sûr parler de l'immobilier de santé, hôpitaux, cliniques, EHPAD, autant d'infrastructures qui doivent conjuguer haute technicité, performance énergétique, confort et accessibilité. Et dans un contexte où le résidentiel peine à verdir, le secteur affiche des progrès tangibles, moins 4,3% de consommation énergétique en 2023, malgré une activité en hausse. Alors, comment font-ils ? Quel enseignement en tirer pour d'autres dans l'immobilier, et peut-on désormais, demain plutôt, investir dans la santé pour le bien commun et pour la planète? Avec nous pour répondre à ces questions, on a le plaisir de recevoir Sabine Nevers. Elle est directrice du développement durable chez Eurial. Bonjour Sabine. Bonjour Marc. Et merci d'être avec nous ce matin. Alors, l'immobilier de santé est souvent vu comme un secteur contraint, ultra normé. Pourtant, il a réalisé une baisse de consommation énergétique de plus de 4% en 2023. Comment on l'explique ? Alors je pense qu'il faut revenir au contexte de l'hiver 2022-2023, dans la foulée de la guerre en Ukraine. Vous savez, c'est cet hiver où le gouvernement a mobilisé beaucoup d'acteurs de l'immobilier tertiaire pour mettre en œuvre des actions de sobriété dans les bâtiments. Et on voit que ça a porté ses fruits, puisqu'on a constaté, alors c'est le cas dans le bureau, mais c'est aussi le cas dans l'activité de santé. Et ce qu'on remarque là, et qui est très intéressant pour nous, c'est que finalement, ces efforts, ils portent aussi sur le long terme. Donc ils ont perduré, en fait. Les réflexes acquis se sont inscrits dans la durée. Quels sont les principaux leviers techniques et organisationnels qui permettent à un EHPAD ou à une clinique de réduire sa consommation sans compromettre sa qualité et sa mission de soins ? Alors, vous avez raison de le souligner. La particularité de l'immobilier de santé, c'est que notre public, les résidents, les occupants, sont vulnérables plus que la moyenne de la population. Donc, il faut évidemment en tenir compte. Ouais. Et en réalité, on a pas mal de leviers pour arriver à, optimiser notre consommation énergétique sans entamer le confort. Je pense notamment aux températures de consigne, à la mise en route de certains équipements de chauffage, parfois 1 heure plus tard ou l'enlever 1 heure plus tôt. Et en fait, ça ne va pas forcément impacter la température ressentie grâce à un effet d'inertie. Donc ça, c'est des choses qu'il faut mettre en place, mais qui nécessitent un pilotage un petit peu plus fin. Il y a aussi une réflexion à mener aussi sur les usages vraiment de tout un chacun sur notre utilisation des bâtiments. Je veux dire, si vous lavez les mains et que vous avez de l'eau fraîche, est-ce que ça pose un vrai problème ? On n'a pas forcément besoin d'aller chauffer notre eau pour simplement nous laver les mains. Et il y a plein de choses comme ça à réfléchir. Évidemment que le poste de chauffage est le poste le plus important, mais là, il y a du pilotage à mettre en œuvre. Ouais. Mais c'est toute une réflexion globale à mener. Alors, à climat constant, on sait qu'un EHPAD consomme en moyenne 149 kWh au mètre carré. Un hôpital, ça peut aller jusqu'à 254 kWh au mètre carré, toujours. Est-ce qu'on peut vraiment appliquer les mêmes objectifs de sobriété énergétique à toutes les typologies d'établissements ? Alors, la réponse à cette question, elle est très simple, c'est non. On a besoin effectivement de dissocier parce que, on va dire que quand on travaille à la transition énergétique, on se dit que les bâtiments, ils doivent se distinguer par profil. Donc, mon EHPAD ne va pas avoir le même profil énergétique qu'un CHU. Il va avoir un profil qui va plutôt se rapprocher en réalité de l'hôtellerie, si on réfléchit dans la répartition par chambre, avec les chambres et les parties communes. Des salles d'eau par chambre, etc., un petit peu communes. Et effectivement, c'est quelque chose dont les autorités ont conscience, notamment en France, le décret tertiaire qui est un décret qui impose une réduction de consommation énergétique. Il déploie vraiment des valeurs absolues distinctes, catégorie par catégorie. Donc, on ne va pas avoir un seul objectif pour la santé. On va vraiment avoir un objectif pour les EHPAD, un objectif pour les cliniques, un objectif pour les crèches, et ainsi de suite, et ainsi de suite.
Alors, vous parlez souvent d'un équilibre à trouver. Quelle est la juste frontière entre sobriété énergétique et impératifs médicaux ? Alors là-dessus, il y a quelque chose de l'ordre de assumer les choix qu'on fait. Quand on parle d'une équation, on va dire ES et G, dans l'environnemental, le social et la gouvernance, il faut parfois assumer que le côté social prenne le pas. Je pense notamment, nous, on a un patrimoine qui se déploie partout en Europe. On est présent notamment dans le sud de l'Europe, en Italie, en Espagne et au Portugal. Il est évident que des EHPAD qui se déploient sur ces zones-là, donc des zones qui vont vivre des canicules de plus en plus fortes, de plus en plus longues, la climatisation ne peut pas être vécue comme un luxe de la même façon que dans un bureau parisien où les trentenaires vont devoir tomber leur veste peut-être un jour. On ne va pas être sur le même ordre d'idées. Donc là-dessus, il faut aussi être en capacité, et nous, les acteurs de la santé, il faut qu'on ait ce message-là, de dire, en fait, dans certains cas, la climatisation, elle est indispensable et il faut qu'on l'assume. Alors, on le sait, l'immobilier de santé accueille des publics vulnérables. Ça exige également un confort thermique et ça repose sur des équipements techniques complexes. Quels défis spécifiques ce secteur il rencontre, que ce soit sur le résidentiel, le tertiaire, classique, par exemple ? Alors là encore, que le tertiaire ne rencontre pas. Oui, exactement, parce que effectivement, donc et là, Eurial, on va dire qu'on a un rôle spécifique parce que je l'ai pas précisé, mais on est vraiment acteur purement santé. Donc tout l'immobilier qu'on détient partout en Europe, c'est vraiment un immobilier de santé. Donc on a alors en revanche, on a des typologies très variées, même en santé, il faut le savoir. Donc on a par exemple dans le patrimoine, c'est un exemple que je donne parce qu'il est parlant, on a un centre de stérilisation de matériel médical. Concrètement, ça veut dire que j'ai des énormes machines qui envoient de la vapeur à très haute température pour stériliser du matériel. La consommation énergétique, si je la regarde d'un pur point de vue environnemental, elle est évidemment extrêmement élevée. Mais je crois qu'on est tous d'accord pour se dire qu'on a besoin, quand on se fait opérer, d'avoir du matériel médical stérile. Donc voilà, donc là je pense que ça nous renvoie finalement à des choix collectifs. Il faut qu'on choisisse. Il faut qu'on se dise, en fait, sur tel bâtiment, quelque part, ma performance énergétique, je ne vais même pas en faire un prérequis. En revanche, partout ailleurs, je vais essayer de franchir des caps. Est-ce que justement on peut en faire un modèle pour d'autres segments immobiliers, notamment le résidentiel qui reste quand même à la traîne? Oui, alors résidentiel ou l'hôtellerie. Alors voilà, mais ce qui est intéressant, je pense, à garder à l'esprit, c'est que effectivement le tertiaire dans son ensemble, dont fait partie l'immobilier de santé, a donné des gages et a vraiment progressé ces dernières années. On a aussi des dispositifs qui concernent pour le moment que le tertiaire, et je pense notamment en Europe, on a un décret qui s'appelle le décret BACS, qui vise à automatiser le pilotage de nos systèmes, notamment de chauffage, de refroidissement, et puis les CVC d'une manière générale. Et en réalité, ce décret, pour le moment, dans un premier temps, s'applique pas au résidentiel. Donc en réalité, on a des outils, je pense, qui vont creuser l'écart encore avec le résidentiel. Par ailleurs, je pense qu'un des paramètres aussi, c'est que le résidentiel étant plus diffus, les factures étant plus diffuses, peut-être les propriétaires ne perçoivent pas à ce point l'intérêt d'aller chercher une optimisation énergétique, là où dans le tertiaire, en fait, les locataires à nos côtés comprennent très bien l'intérêt qu'ils ont à alléger leurs factures, parce qu'il y a vraiment la facture aussi à la clé. Sabine Nevers, la sobriété énergétique est souvent vécue comme une contrainte. Est-ce que l'immobilier de santé, cela peut devenir un levier finalement de performance économique et d'investissement responsable ? Alors, évidemment, nous en sommes convaincus chez Eurial. Pour donner un exemple très simple, puisque là, on se parle d'énergie, on a beaucoup parlé de température, de confort thermique, etc. Mais l'énergie, c'est aussi un coût. Et donc, finalement, alléger sa consommation énergétique, c'est aussi alléger ses coûts. Et ça, je crois que demain, ce sera de plus en plus valorisé, notamment par nos exploitants qui ont aussi besoin d'optimiser leur charge sur leurs bâtiments. La France, elle affiche une empreinte carbone du bâti bien plus basse que la moyenne européenne. Est-ce que cela renforce l'attractivité de l'immobilier de santé français aux yeux des investisseurs internationaux ? Alors, effectivement, j'abonde dans votre sens. C'est vrai que la France est en avance sur ces questions et sur les ambitions qu'elle se fixe. Je pense qu'en termes d'attractivité, on va dire qu'aujourd'hui, on est sur une attractivité latente. Aujourd'hui, je pense que ce qui peut se capitaliser, c'est ce qui pèse sur la consommation et donc les coûts. Si on est simplement passé d'une consommation fossile, donc fortement carbonée,
à la même consommation en termes de coûts notamment, mais décarbonée, aujourd'hui, je ne suis pas certaine que les investisseurs le valorisent. Demain, ça va peut-être changer. Quels sont aujourd'hui les principaux freins à la massification de la rénovation énergétique dans le secteur de la santé ? Alors aujourd'hui, il ne faut pas non plus occulter les difficultés économiques qui sont celles du secteur de la santé. Alors je sais qu'on n'est pas les seuls. Il y a un sujet quand même, les exploitants souffrent. Il y a vraiment des enjeux de prise en charge, de vitalité économique, et ce, malgré les immenses besoins en santé. Et ces immenses besoins, quand on projette dans l'avenir, ils vont aller croissant. Est-ce que vous pensez que l'État a un rôle à jouer pour transformer les initiatives locales en stratégie nationale par exemple ? Oui, tout à fait. L'État, à mon sens, a un double rôle. Il a un rôle réglementaire, parce que finalement, en fixant les ambitions, il oblige le marché à bouger et les bonnes pratiques à se diffuser. Et ça, c'est intéressant. Mais je pense qu'il y a aussi un rôle d'accompagnement de l'État. Je pense qu'il va falloir réfléchir aussi à des dispositifs. Alors, c'est déjà un peu le cas au niveau européen. Je pense notamment au fléchage des financements des actifs durables, notamment via la taxonomie. Mais il faut encore que ça se concrétise. Et ça, on en a besoin aussi. On dit souvent que l'immobilier est souvent considéré, en tout cas présenté comme un actif refuge. Est-ce que selon vous, c'est aussi un actif d'avenir ? Alors oui, indéniablement. Le premier des arguments, il est tout simple, mais pour autant important, c'est un argument démographique. On sait qu'en Europe, en 2050, la population des plus de 80 ans va augmenter de 22 millions de 22 millions de personnes, excusez-moi. Ouais, et celle des plus de 65 ans de plus de 45 millions de personnes. Donc tout ça, rien que ces deux chiffres, quelque part, ils posent des besoins et donc des incidences sur les établissements qui les recevront. Si vous deviez résumer en une phrase votre message aux investisseurs, pourquoi est-ce qu'il faut croire et investir dans l'immobilier de santé ? Alors, je pense que l'immobilier de santé, en effet, c'est un investissement résilient, c'est un investissement de long terme. On est aux côtés d'exploitants qui vraiment se projettent sur le long terme avec nous. Et c'est un secteur sur lequel la question de la durabilité va être appréhendée, on va dire, dans toute sa complexité et notamment son volet social. Merci beaucoup Sabine Nevers, directrice du développement durable chez Eurial. Merci d'avoir fait le détour par les studios de Radio J aujourd'hui. Tout de suite, c'est l'info du jour. L'info du jour vous est présentée avec le concours de miamiimo.com et l'équipe du Freud Group, votre expert depuis plus de 15 ans pour l'achat-vente résidentielle à Miami. Miami Imo sur miamiimo.com. Et aujourd'hui, on vous parle d'un prêt immobilier inédit pour les jeunes et les familles monoparentales, comme le rapporte le Figaro Immobilier. Nexity, en partenariat avec la CEFIAP et Empruntis, lance un prêt à taux zéro sans condition de revenus jusqu'à 50 000 €, soit 10 000 € par pièce, pour acheter un logement neuf chez Nexity. Les familles monoparentales peuvent même obtenir un coup de pouce supplémentaire de 10 000 € jusqu'à 60 000 € de prêts bonifiés. Et pour aller plus loin, les frais de notaire sont offerts jusqu'au 20 juillet prochain. Une initiative inclusive selon Nexity pour faciliter l'accès à la propriété pour les primo-accédants. L'info du jour vous a été présentée avec le concours de miamiimo.com et l'équipe du Freud Group, votre expert depuis plus de 15 ans pour l'achat-vente résidentielle, location et investissement locatif à Miami. Miami Imo sur miamiimo.com. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et nous sommes de retour dans le Club Imo sur Radio J. Pour cette seconde partie, on va découvrir l'univers de la location courte durée et surtout, on va avoir avec nous des pros qui vont nous raconter un petit peu leur initiative. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Larissa Caboret. Elle est cofondatrice de LogPro. C'est la première plateforme entièrement dédiée à la mise en relation entre professionnels de la location saisonnière. Bonjour Larissa Caboret. Bonjour Marc.
Bonjour Radio J. Et merci d'être avec nous, même à distance. Alors, Locpro, c'est un projet entrepreneurial né du terrain avec une ambition claire et forte, professionnaliser l'écosystème, créer du lien, fluidifier les collaborations entre tous les métiers qui font vivre une location saisonnière, donc conciergerie, artisans, photographes, blanchisseurs, que sais-je encore, décorateurs, check-in, check-out. D'abord, racontez-nous, Larissa, comment elle est née l'aventure et l'idée surtout de Locpro? Oui, l'idée de Locpro est née en fait de difficultés rencontrées sur le terrain. Donc nous, on a commencé d'abord par faire une formation pour pouvoir gérer des biens en conciergerie. Et lorsque donc on a terminé notre formation et qu'on s'est retrouvé en fait sur le terrain, donc on s'est confronté à plusieurs difficultés, dont la difficulté de prospecter et de trouver des prestataires, on va dire, pour pouvoir nous aider dans cette activité-là. Et donc du coup, l'idée de Locpro est née de ça. Alors, vous étiez vous-même gestionnaire de biens. Quel obstacle concret vous avez rencontré au moment de créer cette plateforme? Oui, alors quand on commence en fait en conciergerie, donc dans la location courte durée, en tout cas pour notre part et par rapport à notre expérience, au début, ce qui était le plus difficile, donc c'était la prospection, donc de trouver des propriétaires pour pouvoir nous confier leurs biens. Et ensuite, donc quand on a trouvé des biens, c'était difficile en fait de pouvoir trouver, de mettre en place du personnel de ménage, de trouver le photographe qui pourra nous aider, etc. Donc voilà, ce sont les difficultés qui nous a poussé en fait à créer Locpro. Alors Larissa, quels sont aujourd'hui les métiers les plus difficiles à contacter dans l'univers de la location courte durée? Donc les métiers à connecter, hein, les métiers les plus difficiles, ouais. Oui, alors je dirais par exemple les photographes spécialisés dans la location courte durée. C'est un peu difficile de trouver un photographe, on va dire, qui fait spécialement de la location courte durée, qui va pouvoir mettre en lumière le bien et pour que sur les plateformes, ça soit en fait attractif pour les voyageurs. Ouais. Et à part les photographes? Donc à part les photographes, nous on l'a remarqué donc quand on a créé la plateforme, c'est aussi les décorateurs spécialisés, donc qui sont là pour en fait nous aider dans l'aménagement, comment aménager un bien, comment bien le décorer pour que ça soit adapté à la location courte durée. Et aussi tout ce qui est blanchisserie locale. Alors ça c'est le plus compliqué, hein, les pressings dans les communes qui sont concernées par la location courte durée, c'est un vrai enjeu. Hein. Oui, c'est ça. Et aussi, je rajouterais tout ce qui est maintenance urgente. Trouver, par exemple, quand on a une panne... Oui, un plombier ou un électricien. Voilà, etc. Oui, c'est ça. Alors, en quoi votre plateforme, elle apporte une vraie solution là où les plateformes traditionnelles, elles échouent? Alors, Locpro, par rapport aux autres plateformes, on va dire qu'elle est spécifique à la location courte durée. Et comme on disait, par exemple, les prestataires, un électricien ou un chauffagiste, donc qui est sur Locpro, c'est par exemple qu'il est là pour les interventions urgentes. Quand on a une panne ou peu importe qu'on va sur Google, donc les premiers qui seront là, donc on va dire sur la liste, ne seront pas forcément disponibles parce que voilà, c'est souvent des personnes qui sont surbookées, etc. Pro, donc on sait qu'on a des prestataires qui sont disponibles et ils savent qu'ils sont là pour intervenir. Ouais. Donc je dirais que c'est ça la différence avec les autres plateformes. Est-ce que vous avez, Larissa, observé un besoin de reconnaissance ou de monter en gamme chez les pros de la conciergerie? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, les conciergeries, ils ont envie de se professionnaliser, de monter en gamme. Et, de faire en fait des prestations premium. Oui, vraiment, on est au niveau de l'hôtellerie au jour d'aujourd'hui. Donc, nous, on est là aussi pour les accompagner, pour pouvoir... Votre plateforme Locpro, elle vise aussi à structurer un secteur encore trop fragmenté. Quel retour vous avez des premiers utilisateurs ? Oui, alors les premiers retours qu'on a, c'est souvent donc les premiers commentaires, c'est ah oui, fallait y penser.
Ah oui, c'est très pratique, bien sûr, pour nous. Le fait que, en fait, tout le monde soit sur la même plateforme, ils nous disent que c'est très pratique, en fait. Le fait que, voilà, on ne doit pas aller chercher le photographe pendant des heures sur une autre plateforme, etc. Donc, en tout cas, c'est les premiers retours que nous, on a eus de nos utilisateurs. Larissa, comment est-ce que vous garantissez la fiabilité des prestations référencées? Donc, nous, c'est vrai que quand on a commencé, on a eu énormément de difficultés de pouvoir trouver des prestataires, on va dire, professionnels, avec des numéros SIRET, etc., déclarés et tout ça. Donc, nous, en créant LogPro, donc, on a essayé de filtrer en permettant aux gens, en fait, de s'inscrire avec le numéro professionnel, c'est-à-dire le numéro sirène, qui est directement relié aux sirènes de l'État, en fait, qui est vérifié tout le temps. Est-ce que votre application elle pourrait s'ouvrir à d'autres pays, voire à d'autres marchés, comme le co-living par exemple, ou la gestion locative classique? Oui, alors nous, pour l'instant, en tout cas, on se focalise sur la location courte durée, mais bien sûr que ça pourrait très très bien s'adapter à la location longue durée. Larissa, vous vivez avec Kojovi, hein, votre mari, et vous êtes tous les deux dans cette aventure entrepreneuriale. Ça aide, ça, quand on lance une aventure comme ça, d'être à deux? Oui, c'est pas tous les jours facile de faire, on va dire, de l'entrepreneuriat avec son conjoint. Mais oui, ça aide dans le sens où nous avons la même motivation, on a les mêmes objectifs. Et ça aide aussi d'habiter dans la même maison. Il est tout de suite disponible, je suis tout de suite disponible si on a quelque chose à faire et c'est assez pratique, oui. Oui, et puis moi, je vous connais un petit peu en dehors du micro et je sais que vous êtes un couple bien fort. D'ailleurs, parce que je ne l'avais pas dit en introduction, mais votre application, elle a eu un grand prix de la location saisonnière au dernier rendez-vous de la location saisonnière à Paris en mai dernier, que j'ai d'ailleurs eu le plaisir de vous remettre. Si vous deviez résumer votre application en une phrase, ce serait? Je dirais que LogPro, c'est l'application en fait, qui regroupe toutes les personnes qui travaillent en amont pour qu'un séjour se passe très bien. Un séjour Airbnb, un séjour Booking. Souvent, les gens n'ont pas conscience qu'il y a tout un écosystème en fait, derrière, tous les vacances qu'on fait, etc. Et LogPro, en fait, c'est la plateforme qui regroupe toutes ces personnes qui font en sorte pour que le séjour de tout le monde se passe très bien. Merci infiniment Larissa Caboret. Vous embrasserez votre mari Kojovi à qui on pense. Merci pour ce beau témoignage et puis les informations c'est sur logpro.net. Voilà, le Club IMO c'est terminé pour aujourd'hui. Je remercie Sabine Nevers qui était avec nous également en première partie d'émission, directrice du développement durable chez Eurial. Quant à moi, je vous retrouve demain, même heure, même antenne pour un nouveau numéro du Club IMO. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée à toutes et à tous. Le Club IMO Radio J vous a été présenté par 123loger.com. Sur 123loger.com, les locataires postent leur profil et ensuite, ce sont les propriétaires qui prennent contact avec eux. 123loger.com, l'immobilier dans le bon sens. 123loger.com.